Bien, nous nous étions arrêtés dans la vidéo précédente au moment où j'étais en train de vous dire que les peuples découverts, hein, ce que les Européens appellent les indigènes, ou les sauvages, hein, un peu plus familièrement, ces peuples sont les premières victimes de cette première colonisation, hein, par le biais de la mise en esclavage, hein, puisque les Européens vont les transformer en esclaves pour qu'ils travaillent à leur service, par aussi le biais des guerres que vont susciter les Européens, hein, guerres parfois fratricides entre indigènes, même si elles étaient préexistantes aussi à cette colonisation parfois. Les indigènes vont surtout être décimés par ce qu'on va appeler le choc microbien, hein, toutes les maladies qui vont être importées d'Europe et qui n'existaient pas sur ce continent. Et donc les indigènes n'étaient pas immunisés contre cette maladie. Et donc l'Europe va tirer profit de cette colonisation en multipliant et en intensifiant les échanges économiques entre l'Europe et le Nouveau Monde. C'est ce qui va contribuer à ce qu'on appelle la première mondialisation. Vous savez que c'est un terme qu'on trouve tout le temps, hein, en géographie, la mondialisation économique, les échanges économiques sont mondialisés. Eh bien, on commence à parler de première mondialisation avec les grandes découvertes puisque vont être découverts d'abord le Nouveau Monde, hein, l'Amérique, puis seront découverts un petit peu plus tard l'Océanie, l'Antarctique. Donc on pourra parler de première mondialisation. Et donc la problématique de ce cours sur laquelle nous allons travailler, c'est pourquoi la découverte de ce Nouveau Monde provoque-t-elle après 1453 et 1492, hein, les deux dates charnières qu'on a notées comme dates introduisant la période qui nous intéresse, comment cette découverte du Nouveau Monde va-t-elle provoquer une nouvelle logique économique qui va être centrée sur l'Atlantique et non plus la Méditerranée et entraîne un nouveau rapport des Européens avec le monde puisque ça va complètement transformer leur vision du monde. Alors justement, concernant cette vision du monde, je vous avais parlé de l'évolution des cartes. Alors là, voici une carte de 1482, hein, réalisée par Nicolas Le Germain et qui reprend finalement la représentation du monde telle qu'elle existait déjà à l'époque de l'Antiquité, hein, du temps de la Grèce antique, puisque c'était une représentation que l'on trouvait déjà dans les travaux du géographe grec Ptolémée. Et c'est ce que je vous disais, hein, on voit que la représentation de ce qu'on appelle l'ancien monde. Alors là, vous devinez vaguement l'Asie. Ici, on a le nord de l'Afrique et ici, on a l'Europe. Or, vous voyez que on devine à peu près ici, par exemple, la botte italienne. On devine également la Grèce. Ici, les détroits du Bosphore, des Dardanelles séparant l'Europe de l'Asie. Le nord de l'Afrique est vaguement ressemblant. Ici, la mer Rouge avec l'ouverture de la mer Rouge sur l'océan Indien. Mais par contre, on voit que cette partie-là est déjà très mal représentée, du même que le nord de l'Afrique. Et évidemment, sur cette carte de 1482, eh bien, l'Amérique est totalement absente. D'ailleurs, de même que l'Océanie, le sud de l'Afrique et l'Antarctique. Vous voyez qu'il y a marqué à plusieurs reprises Terra Incognita. Terra Incognita, ça veut dire qu'il y avait une grande partie du monde qui était inconnue, qui restait à découvrir. Et ici encore on marque Terra Incognita, mais on ne marque pas Terra Incognita pour l'Amérique puisqu'on ignorait totalement son existence. Donc c'est avec ce type de carte que Christophe Colomb est parti pour découvrir l'Amérique. Et regardez, en à peine un siècle, même pas un siècle, hein, 60 ans plus tard, une map monde de Décellier qui a été peinte sur parchemin en 1546, donc 60 ans après la carte précédente, eh bien ça ressemble aux planisphères qui sont affichés dans la classe. Certains territoires évidemment restent à approfondir, mais la cartographie de l'Afrique est dorénavant très ressemblante, hein, on reconnaît bien d'ailleurs Madagascar, l'Europe est beaucoup mieux dessinée, on voit l'Inde apparaître, ici on reconnaît l'Arabie, ici on commence à reconnaître des îles d'Indonésie. On voit que l'Antarctique et l'Australie font un peu un seul bloc, hein, avec marqué terre australe.
Donc ça reste encore à découvrir. Mais par contre, évidemment, c'est le continent américain qui a fait son apparition. Et vous remarquez d'ailleurs que l'Amérique du Sud est particulièrement bien dessinée, ainsi que l'Amérique centrale. On reconnaît ici la Floride, hein, les îles de Cuba, la Jamaïque, Haïti. Le nord de l'Amérique, du moins la côte, est assez bien dessinée. Par contre, effectivement, quand on va au Canada, hein, dans le nord du Canada, eh bien là, ça devient un peu terra incognita parce que ce sont des territoires mal connus, hein, ce qui correspondrait presque aux mondes arctiques aujourd'hui, donc qui restait à découvrir. Mais en tout cas, vous voyez comment en 60 ans, la représentation des Européens a pu changer et leur vision du monde a été totalement transformée. On ne peut pas comprendre cela, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde hyper globalisé, mais imaginez les hommes de cette époque, ce qu'ils ont pu ressentir, comment leur monde a été totalement transformé, comment il a été élargi à travers les grandes découvertes. Alors je reviens à ma problématique, hein, et ma problématique va entraîner un plan en deux grandes parties. Une première partie dans laquelle on verra pourquoi il y a eu ce basculement de la Méditerranée vers l'Atlantique, et on verra également que ça va être l'occasion de la rencontre entre deux mondes, hein, le monde européen et le monde américain, hein, donc une rencontre qui ne va pas se faire sans heurts, mais qui va être également source de richesse, hein, et d'enrichissement, en tout cas pour l'Europe. Euh, et puis en deuxième partie, eh bien, nous verrons les conséquences de ce basculement de la Méditerranée vers l'Atlantique avec ce qu'on a appelé dans l'introduction la première mondialisation économique mais aussi culturelle. Donc, grand 1, le basculement de la Méditerranée vers l'Atlantique, qui est la rencontre entre deux mondes. Et donc en grand A, nous allons voir la volonté d'expansion européenne a été rendue par un contexte favorable. Alors, on peut se demander à la lecture de ce grand A, eh bien, comment expliquer cette volonté d'expansion européenne à partir du XVe siècle. Eh bien, pour répondre à cette problématique, on va revenir sur un événement essentiel dont je vous ai déjà parlé dans l'introduction et à plusieurs reprises depuis que je vous ai en seconde cette année. Eh bien, c'est 1453, la prise de Constantinople et dorénavant la domination ottomane sur la Méditerranée. Alors ici, vous avez un récit de la prise de Constantinople, justement, en 1453, qui est raconté par Nicolas de Nicolet, près d'un siècle plus tard, hein, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Dans l'Empire de Soliman le Magnifique. Et dans ce texte, il raconte donc que Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, donc de l'Empire byzantin, fut, après être demeurée sur la puissance des chrétiens pendant près de 1190 ans, c'est-à-dire près de 1200 ans, elle a été prise, saccagée, elle est tombée dans les mains de Turcs, ce qui est une perte et un dommage irréparable pour toute la chrétienté. Donc après, bon, le sultan Mehmed II qui a pris cette ville en a refait les murs et quelques autres endroits qui avaient été ruinés. Il dénonce aussi le fait que les Ottomans ont fait de nombreux prisonniers, qu'ils ont tué grand nombre de personnes. Donc pour l'auteur de ce texte, hein, Nicolas de Nicolet, eh bien, cet événement, il l'interprète comme une défaite pour la chrétienté, hein. Il parle d'un dommage irréparable pour toute la chrétienté. Il regrette le fait que ce territoire qui est resté presque 1200 ans sous domination chrétienne soit dorénavant dominé par les musulmans. Et cela montre aussi la pression des musulmans, hein, sur les territoires chrétiens, puisque cet empire byzantin qui ne cessait de se faire grignoter à l'est, rappelez-vous, par les Turcs ottomans, eh bien, il s'était réduit petit à petit comme peau de chagrin, il avait fini par tomber aux mains des musulmans. Alors cette pression des Ottomans, vous la voyez également à travers cette carte, hein, qui est présente sur votre diaporama. Regardez ce qu'était l'Empire ottoman en 1360, hein, et voyez comment il y a eu une expansion très rapide. Donc en à peine un siècle, eh bien, la plus grande partie de la Grèce avait été conquise. Une partie également de la Turquie actuelle avait été conquise. Et puis l'expansion se poursuit, hein. Les Ottomans font la conquête d'une partie de la Roumanie actuelle, une partie de la Serbie, de l'Albanie actuelle, de la Macédoine du Nord. Donc l'Europe se sent sous pression des Ottomans et c'est l'Europe chrétienne donc qui est menacée par la religion
musulmane. Et puis on voit qu'avec le sultan Sélim II, eh bien, c'est une grande partie de ce qu'on appelait le croissant fertile, hein, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, le Liban actuel, une partie de l'Arabie, qui tombe aux mains des Ottomans. Alors, grâce au succès du sultan Mehmed II et notamment de son successeur Soliman le Magnifique, eh bien, les musulmans donc, avancent dans toutes les directions, hein, à l'ouest en Europe et au sud notamment en Égypte. Et du coup, eh bien, c'est l'Empire ottoman qui devient la puissance commerciale essentielle de cette région, puisqu'elle contrôle les accès aux routes des épices notamment, vous savez, ces épices qui sont si recherchées par les Européens et qui étaient souvent aux mains des commerçants vénitiens, et bien dorénavant, ces épices sont contrôlées par le monde musulman et par les Ottomans. Et, euh, et donc les Ottomans deviennent des intermédiaires indispensables des marchands européens qui vont ben, s'installer dans la ville de Constantinople qui va être, vous le savez, rebaptisée en tant qu'Istanbul. Mais comme on vient de le voir, eh bien, ces victoires ottomanes sont vécues comme une menace pour la chrétienté. Et du coup, bah, plusieurs royaumes européens qui ne veulent pas commercer avec les Ottomans, avec cette puissance qui menace la chrétienté, vont vouloir s'émanciper de la puissance ottomane et donc ne pas dépendre des Ottomans, notamment pour certains produits comme la soie, les épices. Et donc, ils vont tenter d'ouvrir de nouvelles routes vers l'Asie, via la voie maritime. Et ça va de pair avec le fait que la vision du monde avait déjà changé chez les Européens, puisque de plus en plus étaient convaincus que la Terre était ronde. Et donc, vu que les Ottomans maîtrisaient l'est de la Méditerranée et donc bloquaient la route des épices vers l'Asie, eh bien les Européens se sont dit, si on part vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Atlantique, et que la Terre est forcément ronde, eh bien regardez un globe terrestre, forcément ils se sont dit, on va retomber en Asie et on pourra ainsi contourner la domination ottomane. Alors, outre cette volonté d'éviter hein, la domination ottomane, on va voir que les Européens, et notamment leurs navigateurs, vont profiter de conditions propices aux explorations. Et pour cela, je vous ai mis un petit travail à faire sur Pronote. À l'aide d'un extrait vidéo, vous avez plusieurs questions auxquelles pardon, vous devez répondre. Vous avez juste à cliquer sur le lien écouter attentivement la vidéo et répondre par écrit sur un document que vous me renverrez sur Pronote. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute et à très bientôt pour la suite.